le fantôme de Monseigneur Benoît Bala refait surface. Le drame qui entoure la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, repêché dans la Sanaga en juin 2017, refait brutalement surface. Pendant 8 ans, le pays avait appris à vivre avec une version officielle cousue de fil blanc, un prétendu suicide que même les poissons du fleuve avaient trouvé suspect. Aujourd'hui, les nouvelles révélations viennent gratter une plaie qui n'a jamais cicatrisé, comme un vieux serpent qu'on croyait mort mais qui savait seulement dormir. Dès le départ, la thèse du suicide avait laissé un goût de ndomba mal assaisonné. L'Église catholique, par la voix de Monseigneur Samuel Cléda, avait catégoriquement rejeté cette version, affirmant que le prélat avait bel et bien été assassiné. Quand un tam-tam résonne trop fort, c'est que quelqu'un frappe dessus, dit-on chez nous. Et les évêques avaient frappé fort. Lors des obsèques, l'Église avait même effectué des rites anciens pour que le sang de l'évêque retombe sur la tête de ses assassins. Une manière élégante de rappeler que même quand la justice des hommes boite, celle du ciel, elle, ne trébuche pas. Beaucoup avaient souri en entendant cela, mais aujourd'hui, certains ne rient plus du tout. Le 24 novembre dernier, au tribunal militaire, le témoin Alain Ekassi, déjà connu dans l'affaire Martinez-Zogo, a lâché une bombe si lourde que la salle d'audience en a tremblé. Selon lui, le meurtre de Monseigneur Bala serait l'œuvre de Martin Savom, ancien maire de Bibé, avec l'appui du feu colonel Paul-Adrien Boutouli. Une déclaration qui, dans n'importe quel autre pays, aurait suffi à arrêter le temps. Ces accusations tissent de nouveaux fils dans un labyrinthe où se croisent déjà trop de silhouettes connues du grand public. L'histoire prend des airs de film noir, avec des personnages aux costumes bien repassés mais aux mains parfois plus sales que les bottes d'un cultivateur après la saison des pluies. La relation étroite entre Martin Savom et Jean-Pierre Amougou Bellinga réapparaît comme un éléphant au milieu du salon. Les deux hommes, souvent aperçus chez la regrettée Mama Rosette, avaient construit une amitié solide, peut-être trop solide pour le bien du pays. Quand deux couteaux se frottent trop longtemps, dit un vieux sage, l'un finit toujours par perdre son tranchant. Selon certaines sources, ces deux amis traînaient des casseroles assez bruyantes pour réveiller un village endormi. On les cite dans des affaires qui donnent la chair de poule, mais jusque-là, la vérité semblait toujours se volatiliser comme de la fumée de bois sec. Dans ce contexte, la figure du défunt Martin Bellinga Eboutou, ancien directeur du cabinet civil, revient comme un écho. Longtemps soupçonné d'avoir commandité le crime, il n'est plus là pour se défendre, ni pour confirmer les accusations. Le destin, parfois, fait sa justice tout seul. Sa propre messe de funérailles avait manqué d'être célébrée à cause du courroux ecclésiastique. Quand le coq chante trop fort, tôt ou tard, la casserole le rattrape. Le colonel Boutouli, quant à lui, est mort dans un accident mystérieux sur l'axe Yaoundé-Nsimalen. Certains disent qu'à force de courir le danger, c'est le danger qui finit par vous rattraper. Comme quoi, chez les vivants, on peut fuir, mais chez les ancêtres, les chemins sont courts. À la lumière de ces faits, les révélations d'Alain Ekassi ravivent un dossier que beaucoup croyaient enterré. Le pays entier se demande aujourd'hui si ce crime avait une portée politique, ou s'il n'était que le produit d'un système où la loi du plus fort écrase la justice comme une mangue trop mûre. Le peuple camerounais, qui n'a pas la mémoire courte, observe avec méfiance. L'eau peut dormir, mais l'ennemi ne dort pas, disait ma grand-mère. Et ce dossier-là, justement, n'a jamais dormi complètement. Les familles, les fidèles, et même les simples observateurs attendent toujours un éclaircissement digne de ce nom. L'affaire Bala n'était pas seulement le meurtre d'un évêque, elle était devenue le symbole d'un pays en pleine bataille contre ses propres ombres. Aujourd'hui, cette ombre revient, plus dense, plus précise, et surtout plus menaçante pour ceux qui pensaient que le silence durerait éternellement. Le rideau du premier acte tombe, et le public retient son souffle. Acte 2, les noms, les secrets, et les chutes. Les nouvelles déclarations ont ouvert la boîte de Pandore. Les noms qui circulent sont lourds, puissants, et chargés d'histoires que personne n'ose raconter à haute voix. Dans un pays où la vérité voyage souvent à dos de colombes blessées, les révélations d'Alain Ekassi ont la force d'un gros orage en saison sèche. Jean-Pierre Amougou Bellinga, patron du groupe L'Anecdote,
se retrouve à nouveau au centre d'un tourbillon. Déjà impliqué dans l'affaire Martinez-Zogo, son nom s'associe maintenant à celui de Monseigneur Bala, comme si les fantômes avaient décidé de publier leur propre communiqué. Quand les morts se fâchent, les vivants tremblent, dit un proverbe du centre. Selon Ekassi, Savom et Amugu Belinga détiendraient des secrets qui pourraient faire sauter le couvercle d'une marmite trop longtemps laissée sur le feu. Et pour cause, les deux hommes auraient participé, de près ou de loin, à des opérations qui tiennent plus du crime organisé que de la simple politique de couloir. Certains proches affirment même que le PDG aurait sombré dans un épisode de folie après les assassinats de Benoît Bala et de Brian Fombor. Il aurait été conduit chez des guérisseurs à travers les 10 régions du pays, à la recherche de paix intérieure, ou d'un bon bain de purification. Chez nous, quand un homme fort se met soudain à perdre la tête, les anciens disent que le serpent qui l'a frappé n'était pas un petit. Par ailleurs, on raconte que Martin Savom aurait lui aussi consulté des marabouts pour éloigner le malheur. Ironie du sort, sa propre épouse y aurait laissé sa santé mentale, au point de vivre désormais en Europe loin du tumulte. Là encore, le dicton sonne juste, quand tu creuses un trou pour ton ennemi, ne t'étonne pas si la terre tombe sur tes pieds. À tout cela s'ajoutent les chuchotements persistants autour d'un patriarche du MBAM, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement du prélat. Après la mort de Monseigneur Bala, l'homme serait allé se soigner chez un marabout réputé, lui-même mort quelque temps plus tard. Comme quoi, dans certaines histoires, même les figurants finissent par disparaître avant la fin du film. Cette accumulation de drames, de morts mystérieux et de confessions tardives dessine une toile où chaque fil semble relié à un autre. On dirait un mauvais feuilleton qui refuse de se terminer, et où chaque épisode révèle un coupable plus inquiétant que le précédent. L'affaire Martinez-Zogo, elle-même encore pleine de zones d'ombre, n'a pas fini de révéler ses secrets. Et c'est justement dans ce contexte que les nouvelles accusations tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Les proches d'Amugu Belinga courent dans tous les sens pour éviter qu'il ne soit extradé en Centrafrique, chez son ami Faustin Archange Touadéra, un refuge que certains décrivent comme une planque dorée. Mais dans le Cameroun d'aujourd'hui, courir n'est plus suffisant. Le peuple observe, les réseaux sociaux grondent, l'opinion publique devient un tribunal où chacun donne son verdict. Et comme dit le proverbe, même le poulet du voisin finit par chanter quand le soleil se lève. Dans les couloirs du pouvoir, certains commencent à transpirer plus que de raison. Les alliances se fissurent, les sourires se crispent, l'heure n'est plus au champagne, mais au calcul silencieux. La vérité, elle, avance lentement, mais sûrement. Parce qu'au bout du compte, même la feuille de bananier finit par sécher et révéler ce qu'elle cachait. Acte 3, le peuple, la justice et les ombres du régime. Le troisième acte s'ouvre comme une messe sous tension. Le Cameroun tout entier, déjà épuisé par les scandales successifs, voit dans cette affaire Bala une énième épreuve pour mesurer la force réelle de ses institutions. La question trotte dans toutes les têtes, est-ce un crime d'État? À 8 ans d'intervalle, le pays reste figé devant la même énigme. On raconte souvent chez nous que, l'arbre qui cache la forêt finit un jour par tomber. Et aujourd'hui, plusieurs arbres commencent à vaciller, bousculés par la force des révélations. L'enquête sur la mort de Monseigneur Bala avait été clôturée avec une rapidité qui avait laissé perplexes autant les fidèles que les observateurs indépendants. Beaucoup y avaient vu une volonté de tourner la page avant même de l'avoir lue. Mais comme les pages mal tournées, le vent finit toujours par les renverser. La colère de la communauté catholique n'a jamais été anodine. En refusant presque de célébrer la messe de funérailles de Belinga et Boutou, elle avait envoyé un message, « Quand tu manges seul le coq du village, attends-toi à digérer la plume. » Aujourd'hui, la plume est de retour. Le décès du colonel Boutouli, survenu dans des circonstances troubles, avait ajouté une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Certains y avaient vu une main invisible, d'autres une simple coïncidence. Mais chez nous, les coïncidences ne sont jamais totalement innocentes. La résurgence de ce dossier grâce aux déclarations d'Ekassi n'est pas seulement un fait divers judiciaire. C'est un miroir tendu au régime, un miroir dans lequel beaucoup n'aiment pas se regarder. Le crime de Monseigneur Bala est devenu une métaphore d'un pays où les ombres semblent parfois plus puissantes que la lumière.
Le peuple camerounais, qui en a vu d'autres, ne se laisse plus impressionner par les communiqués bien rédigés. Il veut des faits, il veut la justice, et il veut surtout comprendre comment un évêque a pu être victime d'un meurtre aussi atroce sans que les institutions ne bougent plus vigoureusement. La communauté internationale observe également ce dossier avec une attention nouvelle. Les organisations des droits humains se demandent comment un État peut rester si silencieux alors que les témoignages s'accumulent comme des nuages de saison pluvieux. Dans les milieux politiques, certains craignent l'effet domino. Car si la vérité éclate sur l'affaire Bala, elle pourrait éclairer d'autres zones d'ombre, celle de Martinez Zogo, celle de plusieurs disparitions mystérieuses, et celle de certaines pratiques qui n'ont rien à envier à un film mafieux. Le Cameroun, pays de paix comme aiment à le répéter les officiels, semble aujourd'hui à un carrefour. Et comme dit un adage bamileke, celui qui refuse d'avancer ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Les révélations des Cassis ne doivent pas être traitées comme un simple bruit de couloir. Elles doivent être examinées, vérifiées, confrontées. Parce que la justice, même lente, finit toujours par frapper à la porte du mensonge. Les familles endeuillées, les fidèles catholiques, les citoyens ordinaires, tous demandent une seule chose, la vérité. Pas une vérité maquillée, pas une vérité politique, mais une vérité nue, même si elle dérange. La chute de cet acte est simple, plus personne ne peut prétendre ne pas savoir. Les lignes ont bougé, les masques ont glissé, et comme le disent les sages, quand la pluie tombe, elle ne mouille pas seulement un toit. Le Cameroun retient son souffle, mais il attend. Parce qu'un peuple peut pardonner, mais il n'oublie jamais. Et surtout, il est temps que la lumière soit faite sur le meurtre de l'évêque Bala, une lumière qui, espérons-le, ne s'éteindra plus. Voici la conclusion, rédigée dans le même style journalistique engagé, avec humour maîtrisé et adages africains. Aucune numérotation, texte fluide. Conclusion. Au terme de ce récit où se croisent fuite, accusation, silence d'État et fantômes qui refusent de se taire, une vérité s'impose, rien ne reste éternellement caché sous le soleil d'Afrique. Comme le dit l'adage, le mensonge peut courir tout un jour, mais la vérité finit toujours par le rattraper au coucher. Les révélations qui ressurgissent aujourd'hui autour de la mort de Monseigneur Benoît Bala ne sont pas de simples éclats de voix, elles traduisent l'essoufflement d'un système qui croyait pouvoir enterrer les crimes en même temps que les victimes. Le peuple camerounais observe, écoute, recoupe. Les temps ont changé, on ne gouverne plus les consciences comme on balayait autrefois la cour du chef. Les citoyens, désormais armés d'esprit critique, exigent non seulement justice, mais transparence. Et chaque nouvelle déclaration, chaque témoignage qui refait surface, agit comme une braise sur une plaie jamais refermée. Quand la rivière réapparaît boueuse, c'est que le fond a été remué. Eh bien le fond, cette fois, est sérieusement remué. L'Église, elle, n'a pas oublié. L'opinion non plus, le monde encore moins. Ce drame, qui semblait enseveli sous des rapports sibyllins et des enquêtes verrouillées, revient hanter ceux qui avaient cru que le temps jouerait en leur faveur. Mais comme disent les anciens, on peut échapper à la justice des hommes, jamais à celle des ancêtres. Le dossier Bala est donc redevenu un miroir dans lequel plusieurs acteurs refusent désormais de se regarder. À l'heure où les institutions judiciaires sont à nouveau interpellées, une seule question demeure, ira-t-on enfin jusqu'au bout? Le Cameroun, qui aspire à tourner la page des pratiques opaques et des crimes sans coupables, mérite des réponses claires. Car un pays qui ne guérit pas ses plaies profondes marche en boitant sur la scène de l'histoire. Et pendant que les puissants s'agitent pour préserver leur confort, le peuple observe avec la lucidité de ceux qui ont trop longtemps été pris pour des naïfs. Quand le léopard descend de l'arbre, ce n'est pas pour jouer avec les chèvres. L'heure est grave, et chacun le sait. Quoi qu'il en soit, ce dossier ne s'éteindra plus. Les langues se délient, les masques tombent, les alliances se fissurent. Le vent de la vérité souffle déjà, lentement mais sûrement. Et ce vent-là, personne ne pourra l'arrêter, car il porte la voix de toute une nation qui refuse désormais de fermer les yeux. Le Cameroun regarde, l'Afrique regarde, le monde regarde, et tant que justice ne sera pas rendue, il n'y aura ni paix des consciences, ni repos pour ceux qui ont transformé des vies humaines en simples variables politiques. Comme le dirait une grand-mère du village, si tu manges le fruit amer,
Prépare-toi à boire toute l'eau du ruisseau. L'histoire est en marche. Elle ne demande qu'une chose, que chacun prenne enfin ses responsabilités. Le peuple, lui, n'attend que cela.